Et c'est parti. Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Transmission pour lequel je suis bien accompagné avec mon camarade Lucien. Salut Olivier. Et bien sûr Manu. Salut Oli. Alors aujourd'hui on est un petit peu dans nos petits souliers, un petit peu stressé parce que bon, on a quand même un programme, disons, prestigieux, un programme, l'un des plus beaux programmes, je pense, de toute l'histoire de Transmission, puisque nous parlerons aujourd'hui, tenez-vous bien, de Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese, et puis on enchaînera avec The Killer, le film de David Fincher, avant de finir cette émission sur Le Garçon et le Héron, le dernier long métrage animé de Hayao Miyazaki. Donc on a donc vraiment du beau monde au programme, 3 films que nous attendions tous énormément, à divers niveaux, mais enfin voilà, je pense qu'on était tous très heureux de se rendre dans les salles et très heureux de ce programme. Voilà, eh bien une bonne émission commence bien sûr par un bon quiz, alors on va lancer Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains? Alors, tout comme mes camarades, j'ai découvert le film de David Fincher cet après-midi et j'ai improvisé un jeu un peu de bric et de broc. Mais bon, soit, les questions sont quand même là. Et celui qui dira en premier octogénaire pourra prendre la parole. Première question. Robert De Niro et Leonardo DiCaprio se retrouvent pour la première fois devant la caméra de Martin Scorsese. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble. Dans quel autre film Octogénaire. Blessure secrète de Michael Keaton Jones, un truc comme ça. Excellente réponse de Lucien en 93, donc A Boy's Life, le film avec en effet DiCap qui était tout petit et Robert De Niro qui jouait son beau-père violent. Ouais, je me souviens, je l'ai vu en salle. C'était pas un film supra mémorable, hein, mais bon, soit. Il y avait Ellen Barkin aussi dedans. Deuxième question. Alors, nous avons vu cet après-midi, je l'ai dit, The Killer, le film de David Fincher, où Michael Fassbender interprète The Killer. C'est même écrit tel quel au générique de fin. Donc, le premier qui peut me citer 2 autres killers dans les films de David Fincher. Je comprends pas la question. Alors, tu peux me citer le personnage ou le comédien dans 2 autres films de David Fincher. Il y a d'autres Fincher. Avec Kevin Spacey, John Doe dans Seven, et on aura donc... Et le Zodiac dans Zodiac. Voilà. Ah non, ça ne va pas. Je n'accepte pas la deuxième réponse. Skarsgård dans The Girl with the Dragon Tattoo. Lequel de Skarsgård? Stellan, je crois. Ouais, très bien. Stellan Skarsgård qui fait en effet le tueur dans The Girl with the Dragon Tattoo. Et... même dans les jeux, on spoil, quoi. C'est vrai. Donc ça fait 1,5 point pour Lucien et un demi-point pour Manu. Dernière question, mais alors cette fois-ci, la question est un peu difficile. C'est un autre principe. À tour de rôle, moi aussi je vais jouer, nous allons chacun dire un titre de film qui contient soit le mot kill, soit le mot killer, soit le mot killers. Et alors, le premier qui bug plus de 2 secondes est éliminé. Le premier qui dit octogénaire prend la main. Octogénaire. Vas-y, Manu. Kill Me Again. Ok, je peux dire Faster Pussycat Kill. The Killer, mais celui de John Woo. The Killer, c'est de Fincher. Celui du programme compte pas. Non, celui du programme ne compte pas. The Killers de Don Siegel. Alors, The Killers, mais l'original, putain, c'est Siodmak. Siodmak, ouais. Siodmak. Je suis déjà mort. Voilà. Ok, t'as bugué. Allez, à toi, Manu. Run, Kill. Ok, License to Kill. Bon,
Voilà, tant pis, c'est pas grave les gars. Donc du coup, on va dire que c'est Lucien qui a gagné ce jeu, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas bien préparé mon émission, donc je n'ai pas de relance à te donner. Je suis désolé mon cher Lucien, et de toute façon, nous allons maintenant enchaîner avec le film de Scorsese. Whose land is this? My land. Well, our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Well, we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us. Shomikasi. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Inspiré par le livre du journaliste d'investigation David Grann, Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, ce nouveau long métrage de l'octogénaire, donc Martin Scorsese, réunit pour la première fois devant sa caméra les deux acteurs fétiches de sa carrière, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, fallait-il encore le préciser. C'est d'ailleurs ce dernier, donc DiCap la merveille, qui aurait suggéré au réalisateur de s'intéresser au sujet, et celui aussi dont la présence aurait permis à la Paramount et à Apple de réunir l'énorme budget de plus de 200 millions de dollars nécessaire pour la réalisation de cette fresque de 3h30 située en 1919 en Oklahoma. On y fait connaissance de la tribu des Osage, amérindiens maintes fois chassés des terres sur lesquelles ils s'étaient réfugiés et dont le gouvernement américain a gracieusement fait don d'un territoire de réserve. Coup de bol, le sol de cette terre est gavé de pétrole, ce qui fait des Osage une peuplade richissime. Dans la petite bourgade de Fairfax, la convoitise de loups blancs attirés par l'héritage et les terres de ces Amérindiens ne tarde pas à se manifester et des membres de la tribu ont tendance à mourir un peu trop jeunes, dans des conditions pas très nettes. C'est dans ce contexte que le vétéran Ernest Burkhart s'installe à Fairfax après avoir combattu en Europe. Il y retrouve son frère Byron et son oncle William King Hale, riche éleveur bovin qui entraîne Ernest dans sa stratégie de réappropriation des richesses détenues par le peuple Osage. Ernest est donc interprété par Leonardo DiCaprio, son épouse, donc une Osage, qui s'appelle Molly, est interprétée par Lily Gladstone, que certains avaient vu dans Certain Woman de Kelly Reichardt en 2016. William Hale est lui interprété par Robert De Niro, et dans le rôle de l'inspecteur du FBI Tom White, qui était initialement prévu pour Léo DiCap, on retrouve Jess Plemons. Le travail d'adaptation est signé Eric Ross, la musique par le récemment disparu et complice de longue date de Martin Scorsese, Robbie Robertson. L'image est signée Rodrigo Prieto pour son 3e long format avec le maestro, et le montage est bien évidemment assuré par Thelma Schoonmaker. Voilà, après ce beau name dropping, c'est Manu qui commence sur la grosse pièce de Marty. La grosse pièce de Marty, oui. On a souvent glosé dans les débats, en fait, j'ai l'impression qu'une grande partie des débats autour du film repose sur la durée même du film, qui est à mon sens un petit peu non-question, entre guillemets. Si elle est questionnée uniquement sur le point de vue de sa durée, ça n'a pas de sens, parce que pour moi, elle participe, justement, c'est ça qu'il faut questionner, elle participe pleinement de l'expérience. Et donc, elle fait partie de ce chemin de croix que tu vas subir aux côtés de ce couple, et en te mettant dans les bottes de manière très malaisante du personnage de DiCap, qui constamment paraît travailler de l'intérieur et qui relève d'un degré de lâcheté assez indicible, où on pense à un moment qu'il pourrait y avoir, et sans spoiler, une idée de rédemption. Et en fait, tout le film travaille de repousser cette idée-là. À un moment, en fait, il y a un moment de bascule du personnage, mais ça repose en fait sur quasiment un Deus ex machina qui repose sur peut-être la seule mort naturelle du film. Et donc voilà, moi je trouve si parler de la durée du film pour la durée du film, ça n'a absolument aucun sens. Si on ne prend pas en considération que ça fait partie justement du projet du film, de cette idée d'immersion qu'a Scorsese de travailler au corps la psyché de ce personnage, ton identification à ce personnage et cette mauvaise conscience en fait de l'Amérique que représente le personnage de DiCaprio, on passe complètement à côté du film. C'est un film malaisant, mais c'est son but. Moi, pendant un certain temps à la sortie du film, je me suis posé la question si le film effectivement n'aurait pas gagné à être resserré. C'est ce que j'ai pensé un temps, et là je suis plutôt avec du recul sur le film à me dire peut-être que le film n'était
ne dure pas assez longtemps. Il y a peut-être en fait les défauts que j'y vois, quelques moments sont plus des raccourcis à des moments scénaristiques que j'ai du mal à évaluer dans la dernière partie, à des moments quand elle revient au sein de la famille toxique de DiCaprio, quand il la revoit au moment où il est emprisonné lors du premier procès. Il y a des petites logiques narratives que je comprends pas et je me dis en fait le film aurait peut-être gagné à être un peu même plus long, tout simplement. C'est marrant que tu dises ça parce que, alors j'ai peut-être pas eu encore le même décantage que toi par rapport au film, je pense que tu l'as vu un peu plus tôt. Moi j'ai trouvé le film passionnant pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra, mais j'ai pas pu m'empêcher en effet de me dire que le tout grand Scorsese, je pense que c'est un excellent Scorsese, mais je veux dire le Scorsese de Casino, il aurait pu nous raconter la même histoire avec 1 heure de moins. Peut-être c'est pas les mêmes histoires, en articulant sa mise en scène de manière différente, il aurait pu passer outre certains traits scénaristiques. Voilà, après Eric Ross aussi, moi c'est un scénariste que je trouve régulièrement brillant, mais auquel je reconnais régulièrement un laisser-aller parfois un peu inutile dans la surdramatisation, je veux dire, de la longueur. Ouais, mais je pense que là, ça fait partie vraiment de la logique narrative du film. Casino, tu peux le raccourcir parce qu'en fait, grosso modo, il parle de cette logique de capitalisme, etc. Là, aussi. Oui, mais là, il la rapporte à vraiment la dimension humaine, de spoliation d'une histoire et de richesse d'un peuple. Donc forcément, tu ne l'écoutes pas et tu ne le racontes pas de la même façon. C'est pas le même chemin de croix. Parce que, pour terminer ce que je disais, moi, ce qui a été assez particulier dans mon chemin par rapport au film, c'est qu'en même temps, je me disais ça en sortant du film, et puis en y réfléchissant, je me dis, mais qu'est-ce que j'enlèverais ? Rien. Et donc, il y a ce paradoxe-là, de se dire, à la fois, je ne vois pas ce que je peux enlever du film, et en même temps, avoir la sensation qu'il y avait moyen de faire un film plus court. Alors, est-ce que c'est en resserrant autrement, ça j'en sais rien. Est-ce que c'est le film posé de l'octogénaire qui aurait découvert une nouvelle dynamique dans sa manière de penser son cinéma ? Parce qu'on aurait pu dire la même chose. Moi je trouve que c'est un plus grand film que The Irishman, sur lequel j'avais des vraies réserves, là où ici j'en ai pas, si ce n'est peut-être cette longueur gargantuesque qu'on s'en passait simplement. Mais parce qu'on vient de citer Casino, moi j'ai quand même beaucoup pensé pendant ce film. Je me suis dit, en fait, c'est la rencontre entre Casino et There Will Be Blood, quoi. Il y a vraiment c'est les deux films auxquels j'ai beaucoup pensé en voyant le film, mais c'est plus d'un point de vue thématique. Tu disais que je pense même que Scorsese le disait lui-même, le personnage principal de Casino, c'est l'argent. Il y a une dimension presque satirique, en fait, au final, dans Casino. Là où qu'on n'a pas du tout ici, qu'on n'a pas du tout ici, c'est vraiment d'une noirceur. Mais d'où le côté There Will Be Blood, de traiter le capitalisme comme à travers le pétrole, l'or noir qui vient de la terre même, et alors ça ramène aussi à ce déplacement de cette tribu Osage et de tout le rapport, c'est quelque chose qui a énormément nourri l'histoire américaine, le capitalisme évidemment, et le sort des Indiens. Mais justement, ce qui est fort aussi, c'est que le film dépasse tout ça, parce qu'il parle aussi du cinéma, du traitement de la fiction, du cinéma. On va pas spoiler la fin, parce que justement, ça serait, je pense, déprécier le film sur ça, mais juste dire que voilà, le film, comme beaucoup de films de Scorsese, se termine sur une sorte de fin ouverte, où en fait, on questionne aussi le rapport du spectateur, de la société vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et ça, c'est des Taxi Driver. Ce type de fin un peu douce amère, on va dire, ou entre guillemets, qui remet en question l'histoire qui s'est déroulée au sein de la société et le regard que porte la société sur ces personnages-là. Là, c'est clairement le cas, et ça va jusqu'à un degré quasiment intime de questionnement de Scorsese par rapport à sa légitimité de raconter cette histoire. Je trouve là le film à la fois d'une intelligence, une preuve d'humilité aussi de Scorsese vis-à-vis de ce qu'il raconte, assez bouleversant en fait. C'est à la fois glaçant et bouleversant. J'étais extrêmement touché moi par cette fin en fait. Je suis tout à fait d'accord, et avant de passer la parole à Oli, je rebondis juste là-dessus. C'est comme si Scorsese, à 80 balais, se rendait compte de la face cachée de tout ce dont il avait pu jouir et faire jouir à travers son cinéma. Et moi, je trouve ça littéralement bouleversant, comme tu dis. Et je trouve que c'est peut-être... il doit y en avoir d'autres, c'est parce que là, on en parle et j'ai pas d'autres exemples, mais là j'en ai en pensant à Eastwood, même à Ford, à John Ford, bon voilà, mais c'est une des plus belles réflexions d'un cinéaste vieillissant que j'ai vu au cinéma, de se re-questionner, de se remettre en cause, en fait, de remettre en cause toute son œuvre sur une fin de film comme ça. Je trouve ça, de remettre en cause, de remettre en question plutôt, de questionner simplement. Je trouve ça absolument bouleversant, et peut-être justement que la longueur du film qu'on sent passer
et qui, comme tu le dis, fait partie du traitement du film, vient aussi du fait que je trouve le film assez rarement Émouvant. Il y a 2 scènes sur la fin qui sont... c'est celle où, sur un mot qui est insuline, il se passe une scène absolument incroyable entre Lily Gladstone et DiCaprio, et cette fin où Scorsese, qui se donne 2 rôles dans le film, hein, on entend sa voix plutôt, il est en off, le photographe qui prend une photo à un moment, et ce rôle-là, où il a une voix en plus qui est très... chargé, sont vraiment deux moments qui, en plus, sur la fin de film, peut-être rattrapent la carence émotionnelle des 3h15 qui ont précédé. Oui, mais te montre en fait le degré d'investissement en fait qu'ont eu tous ces gens-là autour de la manière de raconter cette histoire, la bascule qu'il y a eu de narratif, de quel point de vue on allait raconter cette histoire, non pas du entre guillemets du white savior, de l'agent du FBI qui venait raconter cette histoire de manière extérieure, et justement au travers de ce fruit pourri en fait, joué par DiCap. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on retrouve un De Niro au plus haut de sa forme, dans une de ses meilleures performances depuis très 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 longtemps, parce que je pense que tout simplement il est extrêmement investi dans le film. C'est pas étonnant à mon sens que les 2 films qu'il aura fait quasiment un an d'intervalle, ou qui sortent un an d'intervalle, qui est le assez peu apprécié Amsterdam de David O. Russell, se questionne aussi des fondements de l'Amérique et d'une histoire cachée de l'Amérique. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose politiquement qui intéresse tous les gens qui se réunissent autour de cette histoire, quoi. Bah oui, d'autant que De Niro avait déjà pu se rapprocher aussi en tant que réal de thématiques communes, disons. Mais c'est pas pour rien que... Pour moi, les deux meilleurs acteurs du film ne sont aucun des 2 le protagoniste, celui qui fait littéralement avancer le récit, mais sont les 2 personnages qui, je pense, intéressent le plus Scorsese, à savoir le personnage de De Niro et le personnage de Lily Gladstone, dont Lily Gladstone, est presque absente de l'action du film, puisqu'elle est pendant plus de la moitié alitée. Mais tout l'enjeu, tout ce qui intéresse Scorsese passe par ces 2 personnages-là, à travers le protagoniste De Niro, et c'est une construction scénaristique hyper particulière. DiCaprio, et c'est une construction narrative hyper particulière. Je sais pas ce que t'en penses, Oli. Je pense que vous avez dit plein de choses super intéressantes et que vous êtes parti très haut, très vite. Donc je vais peut-être revenir plus basiquement à mon expérience du film. Tu dis qu'on retrouve pas le tout grand Scorsese. Je suis pas d'accord avec toi, parce que la première partie est extrêmement brillante. L'exposition du film, quasiment toute la première heure, l'exposition est incroyable. Enfin, on te raconte, on te plante le décor, on te plante les personnages et les rapports entre eux d'une manière brillante et extrêmement cadencée, avec des contrepoints musicaux. Enfin, on retrouve quand même le parfum du Scorsese. Ouais, mais qui Casino, nous a tous, c'est de la minute 1 à la minute 180, quoi. Ouais, d'accord, mais c'est pas le même film. C'est pas le même film. Je trouve que la fin du film est extrêmement brillante, et bon, après, Manu a commencé en disant que la durée était un faux débat sur ce film, mais moi, si on l'appréhende uniquement sur l'idée qu'en fait la durée du film est un problème en soi, quoi. Non, alors moi je trouve qu'après cette première heure, le film rentre dans une espèce de rythme assez lent, et je trouve assez peu contrasté, en fait, où je trouve qu'il n'y a pas vraiment de dynamique entre les scènes, c'est-à-dire je ne vois pas vraiment de variation de rythme ou de variation d'intensité dramatique vraiment forte dans tout ce qui est le cœur du film. Après, c'est toute la partie où le personnage de Lily Gladstone est plus ou moins... à peu près toute la partie où elle est de plus en plus malade, on va dire. Et c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit que bon, cette partie-là qui a pu me perdre et dans laquelle j'ai pu parfois décrocher légèrement ou m'ennuyer un peu, est peut-être justement volontairement insidieuse comme ça pour justement faire ressentir cet empoisonnement progressif, vénéneux, un peu un truc caché, latent, pourri, voilà, comme disait parce Manu, que justement, quoi. Ce qui est très fort, c'est que dès le début, quand même, dans sa brillante intro, il te fait comprendre quand même que cet amour entre les 2 personnages existe. Et là, justement, je reviens sur quelque chose que tu as dit, Lucien. Tu dis que l'émotion n'est pas au rendez-vous. Je trouve quand même que il y a 2 ou 3 plans où on voit DiCaprio et Lily Gladstone qui se mettent au lit, et je trouve que rien que dans un plan fixe, on sent qu'ils s'aiment, ces gens, et on sent que leur rapport il est enfin, je vais pas dire pur, parce que rien n'est pur dans ce film, mais on sent que leur rapport il est vrai. C'est vrai, mais c'est vicié par le fait qu'en tant que spectateur, tu sais déjà un peu. Dès le départ, en fait, t'as jamais de doute. En fait, tu sais pas. Tu sais pas à quel point. Travaille intelligemment quand même jusqu'à quel point le personnage de DiCaprio
connaît certaines choses et a conscience de certaines choses, à quel point il y participe jusqu'à la toute fin où il n'y a plus d'échappatoire, entre guillemets, pour le spectateur de se voiler la face sur ce que le personnage sait du film. Donc on commence avec beaucoup plus de cartes en main, en se disant le personnage n'est pas au courant de tout. Et progressivement, le film va te dire un petit peu l'inverse. Et c'est en ça que moi, je trouve que la durée joue beaucoup, parce que constamment, ça te rappelle à une idée, à un moment de notion salvatrice que tu vas avoir à la fin du film et que tu n'auras jamais, en fait, qui va être contrarié. Ouais. Par contre, un des trucs que je me suis demandé en sortant de la salle, c'est que je me suis demandé si le devoir de mémoire que Martin Scorsese fait avec ce film de manière vraiment ostensible, quoi, s'il n'était pas un peu tétanisé par ça et qu'il voulait absolument respecter les faits à la lettre pour être tout à fait respectueux de l'histoire de Ernest et de sa compagne et de William Hale, ce qui l'empêcherait quelque part de dynamiser son scénario, de faire des coups franches dans le scénario. Voilà, je me suis posé la question. C'est intéressant ce que tu dis, d'autant qu'il faut aussi prendre... Enfin, voilà, quand on aime, quand on connaît le cinéma de Scorsese, comme c'est notre cas ici, je pense, je dis pas de conneries en disant que c'est son seul film qui s'intéresse aussi littéralement à l'histoire, enfin aussi directement avec Gangs of New York. Oui, avec Gangs of New York qui se pose là, quoi. Mais qui est de l'autre côté, quoi. Enfin, là, ici, on est plus du côté du western. Gangs of New York, on est plutôt sur l'autre côte. Mais qui, pour le coup, lui, se permettait beaucoup plus de distance par rapport à la réalité historique. Mais qui était beaucoup moins lourd. Qui était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... Non, mais lourd, pas dans le sens péjoratif. Beaucoup moins biblique, c'est pas le mot, beaucoup moins livre d'histoire, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Sinon, je trouve Lily Glasson absolument... c'est vraiment elle le cœur du film. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'elle est là, elle illumine le film d'une manière complètement dingue. La scène en gros, où DiCaprio entre pour la première fois chez elle, tout ce qui se passe autour du dîner, j'ai trouvé cette scène brillantissime. Un jeu de regard hallucinant. Oui, voilà, il y a énormément de... Voilà, je pense que toutes les scènes où elle est vraiment présente, investie, parce que c'est vrai qu'elle disparaît du récit, elle disparaît progressivement, on va dire, du récit, ce qui entraîne quelque part un peu un espèce de ralentissement, un empaisement peut-être du film. Et c'est peut-être aussi sa disparition progressive qui fait que moi, mon intérêt a pu à un moment se relâcher avant d'être tout à fait raccroché dans les 45 dernières minutes, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter On pourra ajouter, je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi. Moi, j'ai été très séduit par ce qui sera la dernière musique de Robbie Robertson. Mais justement, parlons-en. Justement, parce que moi, je trouve qu'elle a un caractère presque discret, qu'elle fait quasiment presque partie à des moments de la diégèse du film. Tu as l'impression que c'est une musique qui pourrait être jouée hors champ, de manière lancinante dans le film, et qui participe de ce parfum un petit peu, comme on dit, vénéneux autour du film, de cet empoisonnement perpétuel. Moi, j'ai plutôt senti quelques notes de basse, j'imagine que ça doit être de la basse, enfin en tout cas quelques notes basses, qui reviennent un peu comme une ritournelle et qui viennent plutôt comme liées, un peu comme un liant pendant toute une longue partie du film au milieu. Et c'est justement la partie où moi je décrochais, donc j'ai pas pu m'empêcher de me dire, tiens, mais c'est comme... Quand avant Scorsese condensait avec un morceau de musique 3-4 séquences et les liait d'une manière complètement spectaculaire, ici on a un truc qui est tout à fait qui est lié mais de manière extrêmement étendue, extrêmement élargie du coup ça nourrit parce que c'est une rythmique blues extrêmement basique. Et ça nourrit pour moi le côté, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais pour moi c'est peut-être justement avec Gangs of New York, c'est un des films les plus organiques de Scorsese. Il y a vraiment quelque chose, un rapport il y a à nouveau ce côté, on a beaucoup utilisé le mot vénéneux, mais il y a un côté presque sticky, et je ne fais pas référence que à ces images avec le pétrole qui coule sur les peaux, etc. Mais il y a un côté un peu le film, je trouve, a un côté un peu dégueulasse, poisseux. Un peu poisseux, moite, je sais pas exactement. Cette petite ritournelle bluesy comme ça nourrit cet effet-là, je vais dire, du film. Très bien, merci messieurs. On a été, je pense qu'il y a énormément à dire sur ce film. Je pense qu'il faudra le revoir, qu'on pourra décanter, qu'on aura encore des conversations autour de visions successives d'un film absolument passionnant, même si il n'est pas agréable directement à sa première découverte. On va enchaîner avec le film The Killer de David Fincher. Stick to your plan. Trust no one.
to the plan. Forbid empathy. Stick to the plan. Anticipate. Don't improvise. Stick to your plan. Never yield an advantage. Stick to the plan. Fight only the battle you're paid to fight. Ask yourself, what's in it for me? Stick to the plan. Empathy, weakness, vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Simple. Le film sortira sur Netflix, le nouveau David Fincher, donc The Killer, qui apparemment il préparait depuis fort longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, que nous entendions parler de ce projet d'adaptation de la bande dessinée de Matz et Jacquemont. Voilà, comme je disais, j'ai vu le film cet après-midi et je n'ai pas pu bien me préparer. Donc voilà, c'est le nouveau film de David Fincher, donc le réalisateur de Seven, de Zodiac par exemple, et son dernier film en date était Manque, déjà pour la plateforme Netflix. Ici on a la chance de pouvoir l'avoir vu en salle quelques jours avant sa sortie sur la célèbre plateforme de streaming. L'histoire est on ne peut plus simple, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui exécute un contrat et qui malencontreusement va tuer non pas la personne désignée pour mourir, mais la jeune fille qui l'accompagne. Film désigné pour mourir. Voilà, je vois que mes camarades rigolent de mon petit clin d'œil stigalien. Cinéphile. Voilà, et donc ce cher tueur à gages se retrouve en gros dans la merde, alors que d'habitude il a cette espèce d'esthétique de vie, ce principe de vie extrêmement rangé, précis. Il m'a fait beaucoup penser à toi en fait. C'est vrai ? Ouais. Bah, moi il m'a fait penser à un cinéaste qui s'appelle David Fincher. Sans blague. La musique est encore de Atticus Ross et Trent Reznor. Après, ça doit être bien leur 3e ou 4e collaboration depuis Social Network, en tout cas. Ouais. Bah, comme vous, moi je l'ai vu il y a quelques heures, donc je ne suis pas hyper préparé non plus. On en parlait il y a quelques minutes du fait que c'est un projet qui traîne depuis longtemps, enfin, autour duquel il tourne depuis longtemps. Et je trouve que ça se sent dans le film. C'est un film qui n'aurait pas dénoté à une autre place dans sa filmo. Je veux dire, sur une ligne temporelle. Il serait sorti en 2000... à la place de Panic Room ? Par exemple, ça m'aurait pas choqué, quoi. On sent un retour de Fincher à une forme qui lui était propre auparavant, mais... Ça serait plus proche en termes de sensibilité de Fight Club qu'à mon avis de Panic Room, dans l'humour qu'un style de film. Je disais Panic Room par rapport à la temporalité. Parce qu'il vient après Fight Club, si je dis pas de conneries. Ah, il y a peut-être... Non, The Game, c'est avant Fight Club. Donc, enfin, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Manu, même si, je veux dire, d'un pur point de vue... D'ailleurs, le scénar est de Andrew Kevin Walker. Voilà. D'un pur point de vue plastique, on sent qu'il y a du Fincher contemporain dans ce film-ci. Alors, tu dis qu'on voit un autoportrait de Fincher dans ce film-là. C'est difficile de ne pas y penser, évidemment. Et c'est là-dessus que on reviendra sur les qualités formelles du film, mais c'est là-dessus que je trouve thématiquement le film intéressant. Je trouve qu'en fait c'est un film hyper juste, hyper intéressant sur le contrôle, sur le désir du contrôle, sur la mécanique, la gestion de soi-même en tant que tueur ou artiste. Esprit, ben oui, en tant que tueur ou artiste. Et je trouve que le parallèle est assez bien tenu dans le film. Sans que ça soit lourd, parce que c'est pour le coup c'est fait tout le temps. Il y a une légèreté en fait dans le film est drôle régulièrement. Le film est régulièrement drôle. On y retrouve effectivement dans cet humour-là vraiment la personnalité de Fincher, à mon sens, qui derrière la misanthropie de certains de ses films est en fait un grand romantique qui se cache, et c'est clairement le cas dans The Killer. C'est clair et net. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement cette idée de film qui démarre en
t'annonçant qu'il va suivre le stick to the plan, qui va suivre un plan qui va stick être pas du droit. tout to the plan. En fait, c'est une balle rebondissante, ça ne cesse de digresser, de partir dans toutes les directions, et tout en étant extrêmement ramassé et dynamique. C'est ça à la fois la force du film, c'est à la fois d'être très directif d'une certaine manière, et en se permettant beaucoup de digressions tout du long du chemin. Moi, ça a été un vrai plaisir, cette séance, parce que ça fait quand même un tout petit peu de temps où, voilà, sur Millennium, c'est quand je suis pas d'accord, ou sur Manque, j'avais un peu perdu Fincher, entre guillemets. J'y retrouvais pas entièrement mes petits tout du long. Notamment sur Manque, qui à mon sens, on parlait justement de projet de longue date. Je trouve que Manque souffrait d'être un film qui avait été longtemps porté par Fincher et qui d'une certaine manière était un peu empesé. Il y avait d'autres problématiques. Il y avait des problématiques du scénario de son père, de plein de choses laquelle il n'arrive pas à s'émanciper. Et au final, on avait un film assez froid, en fait, à mon sens. Là, je trouve que c'est un film d'une certaine manière plus habité, plus vivifiant, qui échappe justement à cet écueil d'un film trop longtemps porté, qui en fait serait trop stick to the plan, serait trop, entre guillemets, formaté. Là, je trouve qu'il déjoue beaucoup des attentes, et c'est vrai qu'il se révèle assez touchant en fait dans cet autoportrait de Fincher caché au sein de ce film popcorn. Je suis à 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On en a parlé, moi je suis un défenseur des derniers films de Fincher, y compris Mank, qui est pour autant un film plein de problèmes, mais que je trouve passionnant, en tout cas théoriquement. Enfin bon, bref, on va pas revenir sur le film, mais c'est sûr qu'ici on est sur un film beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus popcorn, comme tu dis. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ce film, il y a eu une scène où je me suis dit, mais en fait c'est ça. Déjà, ça faisait longtemps que j'avais plus vu une scène de baston aussi brutale. Mais c'est surtout qu'en fait, on est exactement là-dedans. On est face à un type qui essaie de garder le contrôle dans une scène de baston qui part, mais dans tous les sens, mais littéralement, et qui est d'une violence sèche. Et très fluide en même temps. Et très fluide en même temps, c'est... Voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'il arrive il arrive en plus à garder une énergie, un côté extrêmement percutant dans cette scène, tout en, je pense, en déjouant, à mon avis, un petit peu... Ça pourrait être un film qui sortait au cinéma au-delà des contraintes de plateforme, parce qu'en fait, tu sens qu'il joue avec les notions d'impact et de sang qui sont en fait assez peu visibles dans la scène, mais il maximise ses effets. La scène est quasiment dans le noir, sonore, etc. Ouais. Il joue sonore, mais je veux dire, voilà, il joue sur plein d'effets de mise en scène sans forcément virer dans le gore qui peut-être lui aliénerait un certain public pour rendre encore le film, je pense, toujours dans cette dimension popcorn, mais la scène reste quand même assez brutale et impactante en fait. Et ça fait probablement 20 ans qu'on n'avait plus vu une scène d'action aussi littérale dans le cinéma de Fincher. Oui, n'est-ce pas, oui, tout à fait. Écoutez, gros plaisir. En effet, un film extrêmement droit, clair, avec un protagoniste, linéaire, d'une linéarité sans pareil, même si en effet il y a quelques digressions, mais c'est plus des digressions de l'ordre du quotidien de ce tueur à gages. Et puis bien sûr c'est le truc où c'est un mec qui essaie de absolument tout contrôler, mais comme il joue avec de l'humain, et bien il y a absolument rien qui n'arrive à contrôler vraiment. Et c'est en effet un autoportrait de Fincher dans le sens où lui il est connu pour ça, pour être un contrôle fric absolu sur les plateaux, mais bien sûr que réaliser un film, ça fait intervenir trop de facteurs humains que pour pouvoir tout contrôler. Donc bien sûr pour lui il a l'impression que tout part en couille tout le temps. Et cette idée qui pourrait être un cinéaste mercenaire comme un autre, entre guillemets, à vendre, ce qui est beaucoup plus compliqué que ça, quoi, en fait. Enfin, gros plaisir, avec pourtant finalement assez peu de scènes d'action, vraiment. On a parlé de cette grosse scène de baston au milieu du film, mais finalement, je crois que le film est relativement pauvre en vraie scène d'action. Il y a une poursuite avare, au début. Plutôt que pauvre. Ouais. Voilà, il y a une poursuite au début dans les rues de Paris. Après, on a plus vraiment très réussi aussi. Très réussi aussi. On a plutôt l'impression de suivre un peu la mécanique, la mécanique de ce tueur qui est constamment enrayé. Il y a un truc qui est passionnant, moi je trouve, c'est que le film est assez, en grosse majorité raconté en voix off. Il n'y a presque pas de dialogue. Je pense que les mots prononcés par le protagoniste hors voix off se comptent presque sur les doigts d'une main, j'exagère à peine en disant ça. Mais au début, il nous parle de tous ces meurtres, et il nous dit mais ça fait
Enfin voilà, là je suis sur une routine, quoi. Ça fait combien de temps que j'ai pas pratiqué une vraie bonne noyade, vraiment. Ce qui est déjà assez comique dès le départ. Mais en fait, le film joue en permanence là-dessus. À nouveau, si on garde cette idée du parallélisme avec la carrière, l'œuvre et la vie la personnalité de David Fincher, c'est que en fait c'est un film qui est extrêmement simple, extrêmement resserré d'une certaine manière, et qui à certains moments se permet, voilà, on va revenir dessus, mais cette scène de baston qui est débordante comme ça, tout en étant très, très resserré, et je pense que le film est tout à l'image de ça. Donc c'est un film qui est au final extrêmement maîtrisé, mais qui se permet une petite folie à certains moments. C'est un des films les plus... Enfin voilà, c'est aussi un film qui n'a pas l'ampleur de celui dont on vient de parler avant, mais qui méritera d'autres visions. Mais je veux dire, c'est un des films les plus resserrés de Fincher depuis, comme je dis, depuis Panic Room, quoi. Ouais, il y a un truc qui est quand même bizarre dans ce film au niveau de l'empathie, quoi. C'est-à-dire que t'es à fond avec le personnage qui était extrêmement sympathique, alors qu'en effet il doit prononcer 5 mots sur le film et qu'il a une éthique de vie absolument dégueulasse. Mais Fassbender est excellent dans le rôle. Génial. Moi, le film m'a fait penser Au point de non-retour de Boorman. Tout à fait, j'y avais pas pensé, mais quand tu le dis, il y a plein de trucs qui pop. Ouais. Allez voir ça en salle avant que ça débarque sur votre petit écran. Mais du coup, on ouvre tout un truc parce que tu parles de. C'est un film qui a une sacrée gueule en plus visuelle. Ouais, carrément. C'est un film plastiquement beau. Vachement beau. On l'a vu tout à l'heure avec Olivier, avec dans des bonnes conditions. En intro, la bande-annonce du Napoléon de Scott. Le contraste a été assez violent. Hein. Ouais, j'ai été aussi frappé par ne serait-ce que ça, la beauté de la filmographie, j'allais dire, de la photographie du film. Et surtout la précision les scènes de son nocturnes. montage aussi, les scènes nocturnes, tout à fait. Mais tu parlais du point de non-retour de Boorman. Ça me fait penser que en fait le film The Killer tire pas on en parlait dans le jeu. Il y a aussi pas mal de similitudes avec le film de Don Siegel, quoi. En y pensant, il faudrait revoir les films, mais je pense qu'il y a pas mal de ponts à construire entre les films. Très bien, merci messieurs. Donc nous allons passer maintenant au dernier film de la soirée. Donc Le vent se lève. Non, pas Le vent se lève. Le lapsus. Faut tenter de vivre. Bien sûr. Non, Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. C'est en 2016, soit 3 ans après la sortie du Vent se lève, qu'Hayao Miyazaki a annoncé travailler sur un nouveau film dont la création lui aura donc pris 7 ans. Il s'agit du 12e long métrage de l'auteur, réalisateur, animateur, mangaka légendaire, après notamment Mon voisin Totoro en 88 ou Le voyage de Chihiro en 2001, pour citer 2 de ses œuvres les plus proches de ce nouvel opus. Encore une fois annoncé comme son dernier, mais ça va faire 25 ans et 5 films qui nous fait le coup. Le garçon et le héron s'appelle au Japon Comment vivrez-vous, car il est inspiré notamment d'un ouvrage quasi philosophique de Genzaburo Yoshino, Et vous, comment vivrez-vous, publié en 1937, mais le scénario s'inspire aussi du livre des choses perdues de l'écrivain irlandais John Connolly, ou encore bien sûr de la propre vie d'Hayao Miyazaki lui-même, mais j'imagine qu'on va en parler. Le personnage principal, Mahito, est un garçon de 11 ans, qui a perdu sa mère dans un incendie et doit quitter Tokyo pour vivre à la campagne dans une immense propriété avec sa tante, avec qui son père s'est remis en ménage. Sur place, un curieux héron cendré guide progressivement Mahito vers un monde fantastique dans lequel notre jeune garçon va accomplir le parcours initiatique attendu. Produit au sein des studios Ghibli par le complice de toujours Toshio Suzuki, la musique du film est signée du fidèle Joe Hisaishi. Sorti sans aucune promotion au Japon, le film n'en a pas moins été un succès colossal avant de se trouver des acheteurs un peu partout dans le monde. Et oui, les cartes ont été rebattues depuis Princesse Mononoke et les presque 3 ans d'attente qu'il nous aura fallu pour que le film sorte dans les salles francophones. C'est moi qui commence sur le film et donc je vais dire que ce film c'est, pour paraphraser un slogan de Mitterrand, la force tranquille.
Non, voilà, c'est un peu le film final, terminal, que tout le monde attendait, j'ai l'impression, que signe Hayao Miyazaki. Parce que, comme je l'ai dit, il renoue avec ce pourquoi, je pense, il est le plus aimé, c'est-à-dire voilà, des récits initiatiques, la découverte d'un monde fantastique, la cohabitation aussi entre un monde fantastique et un monde réel. C'est un film voilà, qui est extrêmement riche et qu'il faudra revoir, un peu comme le film de Scorsese aujourd'hui, et qui, a priori, est plus, enfin j'ai l'impression en tout cas, après une première vision, est plus intéressant grâce à la double lecture qu'on peut en faire que vraiment par son récit premier. Le récit premier du film, je dirais, souffre d'un petit problème qui est un problème d'identification, je pense, au jeune garçon, ou plutôt de motivation du jeune garçon. On va dire que l'objectif de sa quête et de sa plongée dans le monde fantastique est beaucoup moins fort et beaucoup moins direct que ça peut être le cas par exemple pour Chihiro, puisqu'il va donc retrouver cette belle-mère dont on hésite encore un petit peu sur les relations qui l'unissent. Enfin, voilà, le degré d'attachement de Maito pour cette belle-mère au début est un peu nébuleux. Mais bon, après, comment dire, le rythme de ce film est un peu plus lent qu'à l'accoutumée, j'ai l'impression, ce qui permet aux spectateurs, et le film aussi, donc un rythme un petit peu plus lent et aussi, je dirais, moins foisonnant, peut-être un peu moins baroque, un peu moins... un peu plus épuré en fait. Un peu plus épuré, voilà, mais c'est difficile de dire épure enfin, voilà, chez du Miyazaki, mais qui du coup, grâce à ce rythme et à cette épure, en tout cas, enfin, au sens miyazakien, enfin, voilà, par rapport à ses anciens films, te laisse beaucoup plus le temps d'être en admiration totale devant la faction du film, en fait, devant les décors du film, devant les couleurs, devant la finesse de l'animation. Le début, la séquence de début est absolument hallucinante. C'est cette course de nuit dans cette ville en feu, l'animation, le rendu et la sensation qu'elle te donne, elle est complètement dingue. Il y a quand même un effet de trait qui reste après le passage du personnage. C'est sublime, en plus la musique est absolument merveilleuse. Il faut regarder aussi simplement la manière dont le héron est animé lui-même, l'observation, le degré de finesse dans le rendu des mouvements de cet oiseau est complètement dingue. Voilà, je pense qu'il y a énormément de morceaux de bravoure vraiment au niveau purement visuel dans le film. Et puis après il y a toute une lecture absolument passionnante, je pense, autour de la figure de l'oiseau et autour de ce que Hayao Miyazaki a vécu voilà, en étant le créateur de Ghibli, et quand on connaît un petit peu l'histoire de la succession possible au sein de Ghibli, le film prend une double lecture absolument voilà, passionnante et terrible en même temps, puisque quelque part ici, l'oiseau ou l'avion, enfin en tout cas un motif volant qui est un truc qui a été repris extrêmement, enfin voilà, dans quasiment tous ses films, et son père travaille dans une usine d'aviation, devient un petit peu le symbole de l'imaginaire, du passage vers l'imaginaire, et c'est à la fois une figure dangereuse autant que séduisante ici, et c'est, enfin voilà, je pense que le rapport autour de ce motif-là est développé tout le long du film, et c'est fabuleux. Ce qui est très beau, passionnant. C'est cette idée, oui, effectivement, la question du legs, et ce que pose dans le film, qui fait écho à la vie de Miyazaki, à la vie sûrement et à la mort du studio Ghibli, sur cette impossibilité du leg, ou entre guillemets ce refus du leg, puisque c'est un peu ce qu'on voit à la toute fin du film, cette question en fait d'une certaine manière de refuser de prendre le leg, de vivre sa vie pleinement. Voilà, on sait qu'il y a eu des successeurs du maître qui sont décédés de manière prématurée, et puis il y a eu le cas de Goro Miyazaki, et je trouve le film assez touchant dans cette idée de dire d'une certaine manière, si les choses vont se passer comme ça, elles se passeront comme ça. Le château Ghibli s'effondrera comme cette tour à côté de la maison qu'on voit, mais il n'y a pas d'amertume d'une certaine façon. Il y a une idée qui c'est un cycle aussi de vie, quoi. Et chacun fait ses choix d'une certaine manière. Parce qu'il n'y avait qu'un équilibre possible, et c'était celui de Hayao Miyazaki. C'est un peu ça aussi que raconte le film. Alors on pourrait revenir sur le côté mégalo que ça peut développer. On connaît le caractère du personnage. Non, moi, si je devais sous-titrer le film, ce serait Le garçon et le héron, ou Le legs et le deuil, quoi. Il y a vraiment quelque chose de ça. Ce sont les deux thématiques qui traversent le film et qui, je veux dire, couplées à la maestria formelle et émotionnelle du film, en font un film absolument superbe et bouleversant. Moi, je sais pas vous n'en avez pas parlé de manière directe, mais moi, le film
m'a atteint émotionnellement extrêmement fort et extrêmement vite, quoi. Après 20 minutes de film, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Donc il y a vraiment un... Non, c'est un film superbe qu'il faudrait revoir aussi, sur lequel je suis pas hyper préparé non plus. C'est un film foisonnant, bouleversant, et parce qu'on est évidemment chez Miyazaki, il est question d'images, d'allégories et de poésie dans chaque plan. Dans chacune des scènes. Et puis chacune de ces scènes où tout son cinéma se télescope dans un seul film. Donc c'est ça, c'est la dimension assez vertigineuse et peut-être le côté malaisant d'en parler autant à chaud, c'est que c'est un film qui d'une densité narrative totalement folle. On en perçoit quelques éléments, mais on reste complètement perdu d'une certaine manière. C'est un film, parce que tu parlais tout à l'heure de... Je sais plus le terme que tu as utilisé, mais on disait que c'était un terme qui ne collait pas au cinéma de Miyazaki. Épure. Tu parlais d'épure. C'est paradoxalement, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça, et en même temps, c'est un film devant lequel il vaut mieux pas s'endormir, quoi. Enfin, tu vois, parce que si tu loupes quelque chose, tu peux vite lâcher le truc, quoi. Donc, oui, je sais pas. Non, je parlais d'épure au niveau visuel, vraiment de remplissage du cadre. Parce que c'est paradoxalement aussi comme un film extrêmement foisonnant. Donc c'est tout le paradoxe de ce film et toute la beauté de ce geste. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Nous voilà un peu à court sur ce film, donc Aurène, on ne va pas renchérir. Et on va passer plutôt au conseil. Donc voilà, nous sommes tous séduits par le film d'Hayao Miyazaki, mais on demande tous une deuxième vision. Un troisième round. On demande des nouvelles visions de tous les films qu'on a vus aujourd'hui, quand même. C'est assez rare que pour être signalé. Mais est-ce qu'il y a un film que vous avez vu aujourd'hui qui vous semble être du niveau des meilleurs de son auteur? Pour moi, le Miyazaki, ouais. Sans doute. Après, le Scorsese, je pense, le Scorsese très, est pas très loin haut dans sa filmo, mais après, du fait de la noirceur du film, c'est un film dur à porter et à digérer d'une certaine manière. C'est pas un film qu'on va aller regarder de gaieté de cœur comme ça, parce que on sait qu'on va souffrir quand même pendant 3h20 pour du bien, hein, parce qu'il y a un paquet de cinéma dans ces 3h20. Non, c'est clair. Mais voilà, il n'y a pas cette légèreté-là, en fait. Et même le Fincher, on est loin des sommets de Social Network ou de Zodiac, mais ça, on est quand même sur du solide cinéma, quoi. Ouais, c'est même un peu aussi, même pour moi, un film rassurant un petit peu sur le questionnement qu'on pourrait avoir sur Fincher aujourd'hui et comment il se positionne aujourd'hui dans le paysage du cinéma. Moi, c'est plutôt un film rassurant, en fait, quand je le vois. Très bien, passons au conseil. Donc, on lance Harry Callahan. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Donc je ne suis pas préparé, je n'ai pas de conseil, mais Lucien a sans doute un conseil. Oui, on pourrait très brièvement conseiller Les filles qui en savaient trop, un podcast de cinéma belge. Il y en a assez peu de qualitatifs à conseiller. Celui-là a l'air d'en être un, même s'il n'y a eu qu'un seul épisode jusqu'ici. On vous conseille d'aller jeter une oreille et de nous dire si vous avez aimé ou pas. Et donc on encourage Judith, Éléonore et Clotilde. On encourage la cinéphilie en Belgique. Tout à fait. Manu, mais moi je vais vous conseiller en complément du film de Scorsese, le livre que Scorsese adapte, paru en France sous le titre La Note américaine de David Grann, donc, qui était déjà l'auteur de Love City of Z. C'est pas de la fiction pure. David Grann, un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation, donc c'est une forme assez spéciale puisqu'on parlait justement le livre était compté du point de vue de l'agent du FBI. C'est un peu plus complexe que ça. On peut noter tout le boulot assez pharaonique d'adaptation de Scorsese et d'Eric Ross sur un tel matériau. C'est peut-être ce qui distingue aussi le film de Scorsese de l'adaptation de Grey, où je pense peut-être que Grey n'a peut-être pas trouvé le meilleur point d'entrée dans ce type de récit non fictionnel. Manu dit ça en me regardant parce qu'il connaît mon amour pour le film de Grey. On en reparlera une autre fois. Très bien, merci messieurs pour cette belle émission. Donc merci chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir suivis. Manu... Allez en salle. Parce que là on a quand même un sacré beau programme. C'est un programme octobre-novembre quand même assez réjouissant, hein, je pense. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'avait pas été aussi enthousiaste d'aller voir des films en salle et d'enregistrer ensemble. Et on peut aussi faire un petit teasing, c'est parce qu'en plus on a vu ensemble il y a quelques jours à Gand le dernier film de Michael Mann. On vous spoile pas notre avis sur le film, mais
On en Ça fait parlera. quand même, on en parlera incessamment sous peu, et ça fait quand même 4 très grands cinéastes dans la même semaine. Merci messieurs donc pour cette belle émission et nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur notre site transmissionlepodcast.com et sur Twitter ou X ou Mastodon maintenant et bien sûr Google Podcast, Podcast Addict, iTunes, Acast, plein de plateformes différentes de podcasts. Vous pouvez nous trouver, Nous sommes partout. Mettez-nous des étoiles, mettez-nous des commentaires, voilà, super, merci et N'hésitez pas à nous suivez-nous. recommander. Voilà. Ciao, merci. Ciao.